Bonjour les CM1, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Nous sommes le jeudi 14 mai, on va commencer par le lexique. Donc je vous invite à écrire la date, à faire les traits rouges, à écrire lexique comme d'habitude. Et ensuite, on va commencer par un premier exercice. Donc associe chaque mot de la liste A à son synonyme de la liste B. Vous vous rappelez, on a travaillé sur synonyme et contraire la dernière fois, jeudi dernier. Donc là, cette fois, vous allez essayer d'associer un mot de la liste A avec son synonyme de la liste B. Je rappelle qu'un synonyme, c'est un mot qui a le même sens ou un sens très proche. Donc surtout, n'oubliez pas, voilà, un mot de la liste A avec un mot de la liste B. Je vous laisse faire ça, vous mettez pause et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, on va passer à la correction, donc je vais le mettre en plus petit. Donc, un mot de la liste A avec un mot de la liste B, on va aller dans l'ordre. Donc, on va prendre en premier le mot boire. Eh ben, je vais y arriver. Le mot boire que l'on va associer alors à un mot de la liste B. Boire et joie. Drôle, abîmer, se nourrir, se désaltérer ou facilement. Donc c'est de se désaltérer. Se désaltérer, c'est quand on a très soif et qu'on reprend de l'eau. Donc boire et se désaltérer. Ensuite, manger. Manger et se nourrir. Ça, vous connaissez. Casser et abîmer. D'accord ? Là, vous êtes d'accord ? C'est un sens proche. Casser, c'est plus fort qu'abîmer. Mais c'est un sens très proche. Aisément. Rappelez-vous que quand on a un type de mot, par exemple ici un verbe, on doit trouver un synonyme, un verbe, d'accord ? Donc là, c'est un adverbe, aisément, donc facilement. On doit trouver un mot de la même nature. Ensuite, nous avons gaieté. La gaieté, c'est la joie. D'accord ? Donc il n'y a pas écrit là, donc je vais pas écrire là. Mais c'est un nom, d'accord ? La gaieté, la joie. Donc c'est bon, c'est un mot de la même nature. Et pour terminer, amusant, qui va avec drôle. Ça, c'était pas très compliqué. On passe à un deuxième exercice. Cette fois, c'est à vous de créer 3 listes avec ces synonymes, d'accord ? Donc 3 listes, c'est-à-dire de mots qui vont ensemble. À vous de faire 3 listes avec tous ces mots. Vous mettez pause et on se retrouve juste après. Alors, on va y aller. Moi, ce que je vous propose, c'est de créer 3 emplacements pour les 3 listes. Et ensuite, on va placer les mots petit à petit à l'intérieur. On peut même faire des couleurs différentes. Hop. Hop, excusez-moi. Et hop. Alors, courageux, on va le mettre dans la première liste. Alors, réfléchi. Est-ce que quelqu'un de courageux et de réfléchi, c'est la même chose ? Je ne sais pas. Alors, on va pas le mettre pour l'instant. Ancien. Ancien et courageux, ça n'a rien à voir. Donc, je le mets dans la deuxième liste. Hardi. Quelqu'un qui est hardi, c'est quelqu'un qui a du courage. Donc, ça va avec. Raisonnable. On va attendre, je ne sais pas. Téméraire, c'est aussi être courageux. Antique, ça va avec ancien, d'accord ? Une horloge antique, un papier antique. Prudent. Prudent, est-ce que ça va avec courageux ? Je ne sais pas, je pense, mais on va quand même attendre. Périmé, c'est quelque chose d'ancien qui est périmé. Vétuste. Vétuste, même chose, des fois on dit « Ah, ce canapé il est un peu vétuste, il est un peu vieux » ou « Ce papier peint est un peu vétuste, il est passé dans le temps ». Audacieux, avec courageux, quelqu'un qui a de l'audace. Sage. Alors là, je pense qu'on va pouvoir trouver notre catégorie. Sage. On va pouvoir y mettre réfléchi qu'on n'avait pas mis. Raisonnable, qu'on n'avait pas mis, qui va très bien avec.
prudent qui va avec. Donc vétuste, audacieux là-dedans. Sage, vieux, donc avec ancien. Et avisé. Quelqu'un qui est avisé, ça veut dire qu'il connaît toutes les règles, qui sait qu'il doit faire attention à cette chose et cette chose. D'accord, je pense qu'on est bon. Alors, courageux, hardi, téméraire, audacieux, oui. Ancien, antique, périmé, vétuste, vieux, oui. Sage, réfléchi, raisonnable, prudent, avisé. Oui, ça me paraît bien. On passe à la suite. Un petit exercice, même chose. 3 listes toujours. Donc, vous avez vu, là, nous n'avons que des verbes. Donc, pareil, je vous laisse faire 3 listes. Je vous conseille d'utiliser la technique que je viens d'utiliser, c'est-à-dire de faire déjà 3 colonnes et de les placer au fur et à mesure de ce que vous voyez. Je vous laisse mettre pause, on se retrouve après pour la correction. Alors, on passe à l'espace et géométrie. Je vous laisse écrire sur votre cahier espace et géométrie en faisant les traits rouges. On a travaillé la dernière fois sur les quadrilatères, donc on rappelle qu'un quadrilatère, c'est un polygone qui possède 4 côtés, 4 sommets et 4 angles, et qu'il y a des catégories de quadrilatères qui sont particuliers, le parallélogramme, le rectangle, le carré et le losange. Là, à gauche, vous avez un petit exercice avec 4 devinettes. Il va falloir trouver de qui on parle, du parallélogramme, du rectangle, du carré ou du losange. Attention, pour qu'un parallélogramme soit un quadrilatère, pour que la définition soit un parallélogramme, il faut que les côtés parallèles soient parallèles et égaux 2 à 2. Ça veut dire qu'il y en a 2 qui sont égaux et 2 autres qui sont égaux, qu'ils sont parallèles et que les diagonales se coupent en leur milieu. S'il manque une chose, ça ne peut pas être un parallélogramme, ça ne fonctionne pas. Même chose pour le rectangle qui a 4 angles droits, des côtés parallèles et égaux 2 à 2. Les diagonales se coupent en leur milieu et elles sont de même longueur. Très important. Le carré, il a 4 angles droits, 4 côtés égaux. Ces diagonales se coupent en leur milieu, elles sont perpendiculaires et de même longueur. Et le losange, il a 4 côtés égaux. Il n'a pas d'angle droit, sinon c'est un carré. Ces diagonales se coupent en leur milieu et elles sont perpendiculaires. D'accord ? Très important, s'il manque un des paramètres, ce n'est pas bon. C'est comme si on dit, tel élève, elle a les yeux bleus, les cheveux marrons et un pantalon rouge. Si elle n'a pas le pantalon rouge, c'est pas cette personne. Là, c'est la même chose. S'il manque un paramètre, ce n'est pas ce quadrilatère. Donc, je vous laisse bien lire la définition, bien regarder. Ça, il faut l'apprendre. Absolument, absolument. Il faut apprendre ça, vous allez le revoir même jusqu'au collège. Donc, il faut connaître ça, la carte d'identité de ces 4 quadrilatères. Donc, je vous laisse chercher qui est qui dans ABCD et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, c'est parti, on va y aller, on va lire tranquillement et puis on va essayer de se dire qui est-ce que ça pourrait être et qui est-ce que ce n'est pas. Je vais mettre un petit texte. Alors, petit a, j'ai 4 angles droits. Donc déjà, lui, il n'a pas d'angle droit. Lui, il en a, donc c'est peut-être le rectangle. Je vais noter, c'est mon brouillon. C'est peut-être le rectangle, peut-être le carré, puisqu'il a 4 angles droits. Est-ce que c'est le losange ? Non, il n'a pas d'angle droit. Donc déjà, j'en ai plus que 2. Mes côtés opposés sont parallèles et égaux 2 à 2. Alors, le rectangle, est-ce qu'il a des côtés parallèles et égaux 2 à 2 ? Oui. Le carré, est-ce qu'il a des côtés parallèles et égaux 2 à 2 ? Eh bien non, puisque il a 4 côtés égaux, lui. Donc on va se dire que c'est le rectangle, mais on va quand même aller vérifier la suite. Mes diagonales ne sont pas perpendiculaires. Tout à fait, les diagonales du rectangle ne sont pas perpendiculaires, mais elles sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Hop, regardez, c'est exactement ça. Donc c'était le rectangle. On passe au B. J'ai 4 côtés de même longueur. Alors, est-ce que le parallélogramme a les 4 côtés de même longueur ? Non. Le rectangle ? Non. Le carré ? Oui. Et le losange ? Oui. Mes côtés opposés sont parallèles. Est-ce que c'est bon pour le carré ? Oui. Est-ce que c'est bon pour le losange ? Oui. Donc on laisse. J'ai 4 angles droits. Le carré a 4 angles droits, le losange n'a pas 4 angles droits. Donc il s'agit bien du carré, on va vérifier la fin. Et mes diagonales perpendiculaires se coupent en leur milieu. Donc c'est exactement ça, c'était le carré.
On passe au C. J'ai 4 côtés de même longueur. Donc ce n'est pas le cas pour le parallélogramme, ce n'est pas le cas pour le rectangle. Donc on retrouve encore notre carré et notre losange. Mes côtés opposés sont parallèles, donc ça c'est oui. Je n'ai pas d'angle droit, donc au revoir le carré, puisque le carré a 4 angles droits. On vérifie quand même la fin. Mes diagonales ne sont pas de même longueur, mais se coupent en leur milieu. Exactement. On aurait pu rajouter qu'elles sont perpendiculaires d'ailleurs. On finit avec le D. J'ai 4 côtés. Mes côtés opposés sont parallèles. Donc là, c'est le cas pour tous. Je n'ai pas d'angle droit. Donc ça peut être le parallélogramme et le losange. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Le parallélogramme et le losange. Mes diagonales ne sont pas perpendiculaires. Hop, le losange a des diagonales perpendiculaires, donc au revoir le losange. On vérifie la fin, mais elles se coupent en leur milieu. Hop, est-ce qu'elles se coupent en leur milieu? Oui. Donc voilà ce qu'il fallait trouver. Rectangle, carré, losange, parallélogramme. Vous avez vu à chaque fois, on vérifie tout, si tout est bon. On passe à la suite. Là, vous allez devoir tracer. Donc, je rappelle que quand on trace en géométrie, on est précis. Ça veut dire qu'on utilise des outils, d'accord ? Ça ne viendrait pas à l'idée à un peintre de ne pas utiliser de pinceau, ni d'utiliser de toile, ni de peinture. Donc là, on est en géométrie, on utilise des outils de la géométrie, donc une équerre, un crayon à papier, une règle, d'accord ? Vous allez tracer un rectangle dont les côtés mesurent 4 cm et 8 cm. Pourquoi on nous donne 2 mesures? Puisque vous savez que le rectangle, hop, si je vous fais un petit rectangle, il a une longueur et une largeur. Donc, une longueur de 8 cm, une largeur de 4 cm. Attention, je vais vous le remettre. Pour qu'un rectangle soit un rectangle, il y a plusieurs choses à respecter. Je vous le remets là. Il faut absolument respecter ce qui est dit, hein. Ok, ensuite, un carré dont le côté mesure 4 cm. Donc là, hop, un carré, vous savez qu'il y a une longueur et qu'ensuite elle est répétée sur les 4 côtés puisque les 4 côtés sont égaux. Donc, 4 cm. Un rectangle dont la longueur mesure le triple de la largeur. Là, on ne vous dit rien. Donc, vous allez choisir, vous, une longueur qui mesure le triple de la largeur. Donc, par exemple, si je me dis que ma largeur, elle fait 2, je choisis 2. Eh bien, ma longueur fera le triple, donc fois 3. Donc, ma longueur fera 6. Si je choisis 3, ça veut dire que j'ai le triple ici. Je fais fois 3, j'aurai 9. À vous de choisir. Par contre, mettez-moi bien l'indication de longueur, parce que je ne pourrais pas, moi, sur une photo, mesurer. Donc, mettez-moi bien l'indication. Si c'est 9 cm, vous écrivez 9 cm. Si c'est 12, vous écrivez 12. Enfin, un carré et un rectangle qui ont le même périmètre. Aïe, 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 là je vais retourner dans mon cerveau, je ne sais plus ce qu'est un périmètre. Donc vous avez votre porte-vue normalement, mais je suis gentille, je vais vous le réexpliquer là. Un carré et un rectangle qui ont le même périmètre. Le périmètre, on se rappelle, c'est le tour d'une figure. Par exemple, si mon carré fait 2, 2, 2 et 2, ça me fait 2, 4, 6, 8. Donc le tour fait 8. Il faut que je me débrouille pour que le tour de mon rectangle fasse 8. Comment je peux faire? Eh bien, par exemple, je peux mettre 2, 3 pour la longueur. Donc, encore une longueur, ça fait 6. Et puis, 1 et 1, qui va me faire 8. Et j'aurai bien la même longueur. Le même périmètre, excusez-moi. Donc je redémarre. Il faut que le périmètre du carré, quand j'additionne toutes les longueurs, ce soit la même chose que quand j'additionne toutes les longueurs du rectangle. Donc évidemment, ce ne sera pas les mêmes mesures. D'accord? À vous de trouver. Donc je vous remets, hop, attendez pour faire pause. Je vous remets ça bien en vue pour que tout soit bon. Voilà.
Maintenant, tu peux mettre pause et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, pour la première, il nous faut tracer un rectangle dont les côtés mesurent 4 cm et 8 cm. Donc, on peut faire une petite esquisse, un petit schéma pour se dire que là, ça fera 4 cm, là aussi, et là, ça fera 8, et là, ça fera 8. Alors, vous avez des carreaux, moi je vais m'aider de mes carreaux, surtout que je n'ai pas d'équerre. Donc, je sais que mes carreaux sont des angles droits. Donc, je vais tracer mes 4 cm. Ensuite, pardon, je me trompe, mais 8 cm. Vous m'avez rien dit, vous m'avez laissé me tromper. 8 cm. Ensuite, en largeur 4. Et pour fermer, cela refait 8. Donc attention, pour que ce soit un rectangle, je regarde mon petit mémo. On me dit qu'il faut 4 angles droits. Donc je vais mettre qu'il y a bien 4 angles droits. Ces côtés sont parallèles et égaux 2 à 2. Ok. Ces diagonales se coupent en leur milieu. Oui. Et ça, c'est tout bon. Donc, pour le A, c'est bon. Pour le B, un carré dont le côté mesure 4 cm. Je refais mon petit dessin pour m'aider. Voilà un carré. Donc, je sais que j'ai 4, 4, 4 et 4. Et qu'il faut des angles droits. Donc, je vais faire attention à bien m'aider de mes carreaux. Ou de faire à l'équerre si j'ai une équerre. Donc, voilà 4. 4, 4, oups, oui c'est bien ça, et j'ai oublié un petit morceau ici, donc ça fait bien 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, il a bien 4 angles droits, et il a bien les 4 côtés égaux, donc je fais un marquage pour dire que les 4 sont de la même longueur. Ensuite on va faire un rectangle dont la longueur mesure le triple de la largeur. Donc je vais me faire un petit dessin. J'ai la longueur qui doit faire 3 fois la largeur. Donc je vais choisir une largeur. Je vais choisir 2 cm par exemple. Et donc si ça fait 3 fois le triple, ça fait 2 fois 3, ça fait 6 cm. J'ai bien le triple de la largeur. Et ensuite je peux le tracer. Donc j'ai 6 ici. Et j'ai 2 sur les côtés. De l'autre côté. Et je referme le tout avec 6. Je marque bien les angles droits, très important. Et si je veux, je peux mettre égaux 2 à 2 en faisant ce trait et ce trait, ça veut dire que c'est les mêmes. Et un trait différent pour dire que ces deux-là aussi sont les mêmes. Enfin, un carré et un rectangle qui ont le même périmètre. Donc, un carré, c'est plutôt un rectangle ça, et un carré qui ont le même périmètre, ça veut dire que le tour, ça doit être le même. Donc, je vais prendre par exemple un carré de 2 cm de côté. Donc, 2, 2, 2 et 2, son périmètre, vous vous rappelez du grand P majuscule, ça fait 2, 4, 6, 8. 8 cm de périmètre. Donc, il faut que son périmètre à lui, il fasse 8 aussi. Il faut que je me débrouille. Donc, je vais mettre 2 ici. C'est-à-dire que je suis 2, 4. Pour aller à 8, il me faut 4 encore. Donc, si je mets 2 et 2, c'est plus un rectangle, c'est un carré. 2, 4, 6, 8. Donc, ça va pas. Donc, je vais mettre 1 ici. 1 cm de largeur. Donc, j'ai déjà 2 cm. Pour aller à 8, il faut que j'en rajoute 6. Donc, si je mets 3 et 3 et que je calcule tout. 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien 8. Donc, je vais faire 3
de longueur et 1 de largeur. Donc je vais commencer par mon carré, tout simple, qui lui fait 2 cm de largeur. Donc je me sers bien des lignes de mon cahier et j'utilise une équerre, c'est encore mieux que ce que fait la maîtresse. Si j'ai une équerre, je fais mes angles droits pour être bien sûr. Et je ferme avec 2 cm. Donc les 4 côtés sont égaux. Il y a bien 4 angles droits et un côté fait 2 cm. Je trace maintenant le rectangle. On a dit qu'il faisait 3 cm de longueur. Qu'il faisait 1 cm de largeur. Oh là là, il est tout petit mon rectangle. Tout petit. Tout écrabouillé. Ok, et je ferme avec 3 cm. Donc ces deux côtés sont égaux. Ces deux côtés sont égaux. J'ai bien 4 angles droits. Ce côté qui fait 3 cm, ce côté qui fait 1 cm. Je vérifie bien, le périmètre fait 8 ici. Et le périmètre fait 8 ici. Donc j'ai bien respecté la consigne. Maintenant, on va passer à l'anglais avec The Rich Morning Show. Donc vous allez aller voir la petite vidéo qui se trouve dans la description. Et quand tu as fini de la regarder, tu reviens et on va parler du vocabulaire à retenir. Tu peux cliquer sur la vidéo d'anglais. Alors, j'espère que tu as bien vu la vidéo. On va voir le vocabulaire qui est important à retenir. It is hot out there today. Il fait chaud ici aujourd'hui ou il fait chaud là aujourd'hui. Up in the north, it's cold. Au nord, il fait froid. It's snowing. Il neige. It's raining. Il pleut. A storm is coming. L'orage arrive. Vous avez vu, il y a très peu de vocabulaire, mais par contre, il faut le connaître par cœur. C'est super important. Donc, je vous laisse apprendre ce vocabulaire. On passe à la suite. La suite, c'est la dictée. Donc, je vais vous laisser écrire dictée. Pendant ce temps, je vous la lis et ensuite, on démarre. Habituellement, l'eau est ici transparente. Depuis que l'usine fonctionne, de nombreux déchets flottent sur l'eau. C'est parti. Habituellement. 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 Virgule. Virgule. L'eau. L'eau est ici. L'eau est ici transparente. L'eau est ici transparente. Point. Depuis que l'usine fonctionne. Depuis que l'usine fonctionne. Depuis que l'usine fonctionne. Virgule. De nombreux déchets flottent sur l'eau. De nombreux déchets flottent sur l'eau. Point. De nombreux déchets flottent sur l'eau. Point final. Je la relis en entier. Habituellement, virgule, l'eau est ici transparente. Point. Depuis que l'usine fonctionne, virgule, de nombreux déchets flottent sur l'eau. Point final. Je vous laisse tout vérifier. Attention au mot habituellement qui peut peut-être prendre des lettres doublées. L'eau est ici transparente depuis que l'usine fonctionne. Attention, on est au présent, donc ce serait un petit peu dommage de faire une erreur. De nombreux déchets flottent sur l'eau. Je vous l'affiche. Je vous ai souligné en rouge le verbe, d'accord, le sujet. Là, je ne vais pas vous expliquer, vous savez super bien trouver. L'usine fonctionne et attention, de nombreux déchets flottent. Qu'est-ce qui flotte? De nombreux déchets flottent sur l'eau. Attention à habituellement
qui prend 2 L. Attention à fonctionne qui prend 2 N. Attention à nombreux qui prend un X. À déchet qui prend un S puisqu'il y en a beaucoup. Flotte qui prend 2 T. Et le reste, normalement, pas de grande difficulté. On passe au calcul posé. Je vous laisse avec ces 2 opérations. Faites attention à être bien méthodique, à bien vous organiser. Prenez vos tables de multiplication si besoin. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Et on se retrouve après pour la correction. Le calcul posé, 522 fois 259. Et pour la division, nous serons à 52 189 divisé par 11. On va y aller pour la multiplication d'abord. Attention, il va y avoir 3 chiffres. Donc, on ne panique pas. Mais on s'applique pour avoir une méthode qui nous permette d'être très efficace. On va commencer comme d'habitude par utiliser l'unité, seulement le 9, et on y va. 9 fois 2, 18, je pose le 8 et je retiens 1. 9 fois 2 encore, 18 plus 1, 19 et je retiens 1. 9 fois 5, 45, plus 1, 46. Première ligne terminée. Deuxième ligne, je passe sur les dizaines, je vais commencer donc aux dizaines, je mets un 0 dans les unités. Et je calcule 2 fois 5, 10, je pose le 0, je retiens 1. 2 fois 5, 10, plus 1, 11, et je retiens 1. 5 fois 5, 25, plus 1, 26. Et là, de la même façon, je vais utiliser les centaines maintenant, donc je vais commencer dans les centaines, et je vais poser 2 zéros. Et je commence sous les centaines. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. 2 fois 5, 10. Je vais maintenant additionner tout le monde. « 8 plus 0 plus 0, 8, 9 plus 0 plus 0, 9, 6 plus 1 plus 4, 11, et je retiens 1. 6 plus 4, 10, plus 1, 14, plus 4, 14, plus 1, 15, et je retiens 1. 2 plus 1, 3, 1 plus rien, 1. Le résultat est donc 135 198. Vous avez vu, on a juste mis 2 zéros au lieu de 1 zéro pour bien commencer dessous à chaque fois. On s'occupe maintenant de la division. Je vais la poser. 52 189 divisé par 11. La table de 11, vous la connaissez, normalement elle est très très facile. Puisque, alors, 11 fois 1, 11 fois 2, 22, vous allez vite comprendre si vous ne la connaissez pas. Fois 3, 33, fois 4, 44, fois 5, 55, fois 6, 66, fois 7, 77, fois 8, 88, fois 9, 99, et fois 10, 110. Ok. Vous avez vu, en fait, à chaque fois, on multiplie tout simplement. Alors, est-ce que je vais commencer par 5? Non, c'est trop petit. Il me faut au moins 11, donc je vais commencer par 52. Qu'est-ce qui, dans la table de 11, se rapproche le plus de 52 sans le dépasser? Fois 4. Donc 11 fois 4, c'est ce qui me permet d'enlever 44. 52 moins 44. 2 moins 4, je ne peux pas, je vais changer. 12 moins 4, 8. 4 moins 4, 0. Il me reste 8, je vais descendre mon 1. J'ai maintenant 81. Qu'est-ce qui dans la table de 11 se rapproche le plus de 81 sans le dépasser? Fois 7, qui me permet d'enlever 77. Donc, hop, vous savez faire 4, 0. Hop, je vais baisser mon 8. Qu'est-ce qui dans la table de 11 se rapproche le plus de 48 sans le dépasser? 11 fois 4, qui me permet d'enlever 44.
Je baisse le 9. Qu'est-ce qui est dans la table de 11 se rapproche le plus de 49 sans le dépasser? Encore 11 fois 4. Il reste 5. Est-ce que ma division est terminée? Oui, 5 est plus petit que 11, donc j'ai bien terminé ma division. On passe à un petit problème très très simple. Un maître a reçu de la librairie 5 cartons de 4 classeurs à 3 € le classeur. Y a-t-il assez de classeurs pour les 21 élèves de sa classe? Donc ça, c'est un vrai problème. Là, je vous invite aussi à faire un petit schéma parce qu'il y a une histoire de carton, il y a des classeurs dedans. On a le prix d'un classeur mais pas d'un carton. À vous de trouver comment vous organiser avec ces informations-là. Et on se retrouve après pour la correction. On corrige ensemble le problème. On va faire un petit schéma parce qu'il y a beaucoup d'informations. Un maître a reçu de la librairie 5 cartons. Hop, on dessine 5 cartons. De 4 classeurs. Donc dans chaque carton, il y a 4 classeurs. C'est un schéma, hein, c'est pas censé ressembler à des classeurs. D'accord? Et un classeur coûte 3 €. Donc celui-là, il vaut 3 €. 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 Je ne vais pas le faire pour tous, vous avez très bien compris. Y a-t-il assez de classeurs pour les 21 élèves de sa classe? Donc, est-ce qu'on nous parle d'argent en fait dans la question? Y a-t-il assez de classeurs pour les 21 élèves de sa classe? On ne parle pas s'il a assez d'argent pour payer. Donc les 3 € déjà, c'est une information qui nous sert à rien du tout. Ok? Maintenant, comment on fait pour savoir s'il a assez de classeurs pour les 21 élèves de sa classe? Soit on a fait le schéma comme moi et il nous suffit de compter, soit on peut faire une petite multiplication. Je vous montre les deux. Si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il a combien de classeurs? 20 classeurs. Sinon, je pouvais aussi, sans m'embêter à dessiner les classeurs, me dire qu'il y a 5 cartons de 4 classeurs. Donc il y a 5 fois 4 classeurs. J'ai 4 classeurs une fois, 4 classeurs deux fois, 4 classeurs 3 fois, jusqu'à 5 fois, qui fait 20. Donc y a-t-il assez de classeurs pour les élèves de sa classe? Non. Il n'y a que 20 classeurs. Il en manque. Combien il en manque? 1. Tout simplement. On va parler un tout petit peu des sciences. Donc, vous avez normalement vos plantations qui sont faites. Donc, avec votre pot témoin, votre pot test. Donc, soit la terre et le coton, soit un dans le frigo et un à l'air libre, soit un dans le noir et un à la lumière. Je vous laisse prendre votre cahier de sciences, noter votre observation du jour. Donc, vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis trompée. Nous sommes le 14 mai. Vous faites un petit dessin de votre pot témoin, un petit dessin de votre pot test, en essayant d'être précis. C'est pas un dessin d'art, hein, c'est un dessin scientifique, d'accord? Mais dessinez bien tout ce que vous voyez. Ce que j'observe, vous écrivez ici une petite phrase, par exemple, j'observe que la graine est cachée, ou j'observe que la graine commence à pousser, ou j'observe que la graine a changé de couleur, ou voilà, des choses comme ça. Et si vous avez un petit bout de plante qui sort, vous pouvez prendre la taille, mais ça m'étonnerait, donc vous pouvez barrer à l'intérieur si vous ne pouvez pas prendre la taille. D'accord? N'oubliez pas d'arroser un petit peu, je vous ai mis une cuillère à soupe environ, ne mettez pas trop d'eau sinon ça va noyer votre plante, mais mettez-lui quand même un petit peu d'eau. Et vous allez aller regarder, donc une fois que le tableau est rempli, allez regarder cette petite vidéo de la fleur à la graine de Silence Sapo Junior qui est très bien faite. Alors vous allez dire que ça va vous spoiler un petit peu, mais on aura tous des graines un petit peu différentes puisque chaque graine est unique. Donc ne vous inquiétez pas pour le spoil. Et justement, on va espérer que ça fonctionne aussi bien que dans la vidéo. Donc vous allez aller cliquer sur cette vidéo et ensuite on fera autre chose. Donc tu peux aller voir la petite vidéo. On va passer maintenant à la géographie. On va rester dans le même thème. On va parler de la végétation de notre région. Donc on va travailler là-dessus.
Vous allez noter donc dans votre cahier de géographie le titre « Quelle est la végétation de ta région ?» Je vais vous laisser lire le document qui est juste en dessous et vous allez essayer de répondre à l'oral à la petite question qui est en bleu. Quel type de végétation trouve-t-on en zone tempérée? Donc je vous laisse lire ça tranquillement et ensuite on fera ensemble. Donc je vais vous lire le document « La diversité des végétations ». À chaque famille de climats, froid, tempéré, chaud, d'accord, ce qu'on a vu la dernière fois, correspondent des types de végétation naturelle déterminés par les températures et les précipitations. N'oublie pas que les précipitations, c'est la pluie, c'est toute l'eau. En France métropolitaine, la forêt tempérée, la végétation méditerranéenne et la prairie continentale dominent. Ça veut dire que c'est ce qu'il y a le plus. Une végétation de montagne se développe dans les zones en altitude. Dans les territoires d'outre-mer, les zones boisées sont constituées de forêts denses. On a un petit schéma ici qui nous dit que dans les zones chaudes, on trouve le désert, la steppe, la savane et la forêt dense. Dans la zone tempérée, nous avons la végétation méditerranéenne, la forêt tempérée que vous connaissez, la prairie continentale et la taïga. Et dans les zones froides, nous avons la toundra et le désert polaire et glacé. Si on regarde le désert, végétation quasi absente, vous connaissez bien. Dans la steppe, pleine de buissons et d'herbes rases, ça veut dire de l'herbe très 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 courte. Pour la savane, étendue d'herbes hautes avec quelques arbres. Clairsemées, ça veut dire il y a quelques arbres, il y a des trous entre les arbres. Le 4, la forêt dense, c'est une forêt vierge ou la jungle. Pour la végétation méditerranéenne, c'est un mélange d'arbres et de buissons. Pour la forêt tempérée, forêt de conifères, donc c'est souvent ce qu'on appelle les sapins, ou de feuillus, d'accord, vous avez des exemples. Pour la prairie continentale, c'est une vaste étendue d'herbes. Pour la taïga, immense forêt de conifères, donc même chose de sapins. La toundra, végétation de petits arbustes de mousse et de lichen. Donc c'est comme une plante. Et pour le désert polaire, végétation quasi absente. D'accord ? Vous imaginez bien dans la glace, on n'a pas beaucoup d'arbres de fleurs. Quel type de végétation trouve-t-on en zone tempérée ? Donc c'est-à-dire chez nous. Qu'est-ce qu'on trouve en zone tempérée ? Regardez, on peut aller là, dans la zone tempérée. Donc on trouve végétation méditerranéenne, forêt tempérée, prairie continentale et taïga. Ça, c'est chez nous. On passe à la suite, l'importance de la forêt en France. Donc je vous laisse lire et observer tranquillement le document. Et ensuite, on le fait ensemble. Ok, alors on va lire ensemble le document. L'importance de la forêt en France. En métropole, la forêt est essentiellement constituée de chênes et de hêtres. Donc c'est un type d'arbre. Elle occupe presque un tiers du territoire et représente 10% de la surface boisée d'Europe. Cette proportion est encore plus élevée en Outre-mer. La forêt recouvre parfois plus de la moitié du territoire. Donc vous avez vu, on a la carte de France avec les chênes et hêtres, les pins, la forêt de montagne, la forêt méditerranéenne et la forêt dense. D'accord ? Et on voit bien que dans les îles, nous avons de la forêt dense très 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 importante. Quelles sont les espèces d'arbres les plus courantes dans ta région ? Donc nous, on va dire qu'on est par ici. Eh bien, nous avons une majorité de chênes. D'accord ? Voilà. Ce qui est d'ailleurs le cas sur une grande partie de la France. Petit document C, je vous laisse lire, observer la carte et on voit ensemble après. Alors, en France, l'homme est présent sur tout le territoire. Partout, il transforme son environnement pour l'adapter à ses besoins. Il construit des routes et des bâtiments. Il pratique l'agriculture et l'élevage, ce qui modifie en profondeur le paysage rural, d'accord, de la campagne. On l'avait vu ça. C'est pourquoi il reste peu de traces de végétation naturelle sur le territoire français. Regardez en Île-de-France, nous sommes en rouge, paysage urbain et périurbain. On n'a pratiquement plus trop d'arbres, de prairies, de vignes, de forêts, etc. Si on va voir par exemple en Auvergne, on voit bien qu'il y a beaucoup de prairies de culture, de champs ouverts et de végétation de montagne. Si on va plus ici vers le bassin aquitain, on a des vignobles, d'accord, très connus, le vin, à Bordeaux par exemple. Nous avons un massif forestier ici dans les Landes.
Et nous avons des cultures variées, fruits, légumes, etc. Et quelques champs ouverts également. Et ici, quand même, un paysage urbain et périurbain, donc ça doit être Bordeaux, je pense. Voilà, où il n'y a plus beaucoup d'arbres. Quel type de végétation observes-tu dans ton environnement? Donc, c'est ce qu'on a dit. Nous, on est plutôt rouge, paysage urbain et périurbain. Et après, si on s'éloigne un petit peu, on va dire qu'on a quelques champs ouverts et quelques cultures variées. On va terminer là-dessus sur la question du géographe. Qu'est-ce que le milieu? Vous vous rappelez quand on a planté la plante? Oui, quand planter la plante. On a parlé de la troisième expérimentation. Pour ceux qui la font, c'est le changement de milieu, de la terre ou du coton. Alors, qu'est-ce qu'un milieu? Le milieu est un espace caractérisé par des données naturelles, le climat et le relief. Donc, si on regarde le climat et si on regarde le relief, on obtient le milieu et utilisé par l'homme. Donc, par exemple, ici, on a un climat de pluie avec un relief, d'accord, une montagne, et une végétation. Ça, c'est un milieu. Et son utilisation par l'homme, donc il a bâti des choses et il a aménagé son territoire. Voilà, ça c'est le milieu. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Bien que la forêt occupe une grande partie du territoire français, le milieu naturel a été modifié par l'intervention de l'homme et la végétation a évolué. La pratique de l'agriculture et de l'élevage ainsi que le développement des villes ont profondément transformé les paysages. En France, les types de végétation sont très variés. Donc ça, vous allez le recopier, ainsi que le lexique, donc c'est le bilan, je retiens, vous notez dans votre cahier, et le lexique très important, boisé, qui signifie couvert de forêt, conifère, arbre qui porte des aiguilles qui ne tombent pas en hiver, comme le sapin par exemple, le feuillu, un arbre qui perd ses feuilles en hiver, et le lichen, végétal formé d'un champignon et d'une algue qui ressemble à de la mousse. Donc je vous invite peut-être aussi, quand vous aurez terminé, à aller taper sur Google conifères, feuillus et lichen pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez être très étonnés, je pense, surtout pour le lichen. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui, on a bien travaillé. N'hésitez pas, il y en a qui n'osent pas me demander si on ne voit pas bien sur les vidéos, puisque c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas très 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 clair, j'en suis désolée, je fais de mon mieux. Moi, je les ai les documents. N'hésitez pas, j'ai Maria par exemple qui m'a demandé de lui envoyer une meilleure photo, une meilleure image d'un document. N'hésitez pas à le faire. Donc n'abusez pas de ça. Mais si vraiment vous n'y voyez pas bien, pas assez bien pour pouvoir travailler, envoyez-moi. Et moi, je vous enverrai le document. D'accord? Et je vous dis à demain.